Nous plairons, nous regrettons, ça fait mal, chers membres de la communauté, et ça fait mal, mais c'est depuis longtemps que nous continuons à pleurer, mais nous posons la question, c'est jusqu'à quand? On pleure, on va continuer à pleurer, nous pleurons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons perdu Goma, tout le monde a suivi, et on a résisté depuis longtemps, nos vaillants soldats se sont distingués à un moment, mais bon, devenus coincés, ils n'avaient plus de provisions, ils n'avaient plus de renforts, et voilà, ils ont fini par s'y rendre, et ils ont fini par lâcher. Et finalement, Goma est parti. Nous avons suivi Christian Losakweno sur Top Congo, nous parlait des carnages, nous ne savons pas les dire parce que nous n'avions pas vu. Lui estime que c'est ignoble de voir ces images-là. Nous n'avons pas vu, nous ne saurons pas les dire. Mais simplement, ce que nous savons est que, en tout cas à ce jour, à cet instant, Goma est parti. Goma est entre les mains de M23. M23 très suffisamment appuyé aujourd'hui par les unités spéciales rwandaises, ça veut dire les militaires rwandais. Et voilà, c'est dans ce contexte que nous pouvons dire ce matin, en tout cas, nous avons perdu notre belle ville, la deuxième, sinon la troisième ville, la grande ville de notre pays. Après Kinshasa, Lubumbashi, c'est Goma qui est parti. Et voilà aujourd'hui, entre les mains de M23. En tout cas, merci. Merci. Je suis en train de réfléchir en même temps si j'aurai les énergies de bien présenter cette émission. S'il y a de ratés, essayez de me comprendre simplement parce que la concentration est moindre, le choc est profond, la déception est profonde. Et voilà pourquoi, malgré tout ça, je me suis dit, il faudrait qu'on se retrouve encore une fois de plus aujourd'hui pour qu'on analyse. Aujourd'hui, mercredi 29 janvier 2025, il faut le dire, c'est le deuxième jour aussi de manifestations populaires sur place ici à Kinshasa, de protestations contre la prise de Goma par le M23. Hier, la population est sortie. Nous avons déploré un fait. Il y a eu des ambassades qui ont été attaquées. Mais si c'est l'ambassade du Rwanda, personne ne parlerait. Si nous parlons des ambassades, c'est parce qu'il y a eu d'autres ambassades qui ont été visées. Et voilà, vous avez suivi les déclarations de part en part dénonçant cette pratique, ce comportement. Je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas s'attaquer aux ambassades. On va se limiter, en tout cas à se mobiliser et montrer à la face du monde que le Congo est un et n'accepte jamais qu'une de ces parties, en tout cas, soit entre les mains des étrangers. Parce qu'ici, l'agression n'est plus question de réflexion plutôt. Il est vrai que nous avons des Congolais qui sont dans ce mouvement. Les Corneilles Nangaa sont des Congolais, les Bissimois sont des Congolais, il y a d'autres qui sont des Congolais. Mais visiblement, l'appui militaire, il est rwandais. Et donc, c'est les Rwandais qui sont aujourd'hui sur le sol congolais. Pour ça, nous allons continuer à déplorer et ça fait mal. En tout cas, merci. Merci, vous savez bien que c'est ici que nous devons réfléchir, nous devons analyser, et nous devons, en tout cas, nous tous, chercher à avoir la même réalité, la même compréhension des faits. Nous allons parler de la diplomatie. D'abord, les échanges du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui s'est entretenu d'abord avec le président Tshisekedi. Et après, il a échangé avec Paul Kagame. Il est vrai que le contenu n'a pas été entièrement dévoilé, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est revenu à chaque fois à la nécessité du cessez-le-feu. Mais cessez-le-feu, ce n'est pas un problème qui concerne la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a refusé le cessez-le-feu. Mais ceux qui sont sur le sol congolais, qui ont attaqué le Congo, qui doivent comprendre et qui doivent cesser le feu. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Au moins, il a échangé avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et Paul Kagame du Rwanda. Et nous allons voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va obtempérer cet appel du cessez-le-feu
tel qu'ils le disent depuis longtemps, mais curieusement, ça n'a jamais été obtempéré. Cette fois-ci, surtout qu'ils ont pris Goma, est-ce qu'ils vont en tout cas s'incliner à cette demande des États-Unis, ou ils vont simplement dire on s'en fout et on fait tout ce que nous pensons être très bon pour nous? En tout cas, ce n'est pas, en tout cas à ce jour, encore clair, mais nous allons avoir d'autres précisions à travers l'attitude qu'ils vont afficher, également l'attitude que la République démocratique du Congo va afficher. Mais je ne pense pas que c'est bon que la République démocratique du Congo observe cela à partir du moment où la grande ville comme Goma est tombée, beaucoup d'autres territoires importants dans le Nord Kivu entre les mains de M23 et demander à un État qui a perdu, en tout cas sa partie, une grande partie de son territoire de cette façon, de se taire, de se calmer, de cesser le feu. Je ne sais pas si ça passera, mais tout dépend aussi de l'organisation interne à cette question. La deuxième question, c'est en rapport avec la deuxième réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été tenue hier. La première a été tenue le dimanche et voilà l'autre s'est tenue mardi. Ça n'a pas traîné. Objectif, question d'échange, la problématique de la République démocratique du Congo, la guerre en République démocratique du Congo, la question des Goma. Alors que le dimanche, lorsqu'ils étaient là, nous avons suivi, en tout cas tout le monde est condamné, en tout cas l'attaque de Goma, la prise des armes, la présence des militaires étrangers, entre autres ici les Rwandais sur le sol congolais. Ça, nous avons entendu. Moi, je pensais que à la deuxième réunion convoquée, en tout cas, on prendrait des décisions fermes et surtout avec l'appel en son temps du secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies, mais curieusement, à la suite de la réunion d'hier, aucune condamnation claire, aucune résolution contraignante, rien du tout. On va encore dire il faut prendre patience avant d'avoir une résolution claire. Mais on va prendre patience à partir du moment où la situation se détériore sur le terrain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas de condamnation claire contre le Rwanda. Pas d'appel ferme à la fin des hostilités. Des simples déclarations d'intention sur le cessez-le-feu. Notre ministre des Affaires étrangères n'a pas su rejeter les accusations sur la présence des FDLR sur le sol congolais. Je vais revenir sur cette question. Beaucoup ont plus condamné les attaques des ambassades à Kinshasa à travers la manifestation populaire, mais ils n'ont pas correctement condamné, sinon ils n'ont pas condamné le nombre de vies humaines fauchées à l'occasion de cet affrontement à Goma. Qu'est-ce qui est plus prioritaire? Le matériel de l'ambassade ou les vies humaines des Congolais à Goma à l'occasion de cet affrontement? Retourner. On nous a demandé de retourner à Nairobi. Ça, nous allons aborder après, mais qu'on fasse d'abord l'analyse sur cette question d'abord. Madame Thérèse, la ministre des Affaires étrangères, on accuse la République démocratique du Congo. C'est là que Pascal a toujours dit notre diplomatie, ce n'est pas l'expression. Elle a un bon ton, elle a une bonne diction, ça c'est vrai. Mais vous avez vous-même suivi pratiquement tous les pays revenir sur cette question de la présence des FDLR, le prétexte rwandais. Mais on aurait l'impression aujourd'hui, comme si la République démocratique du Congo reconnaîtrait quelque part, travailler alors en intelligence avec les FDLR et qu'ils sont sur le sol congolais. L'impression que Pascal, j'ai eue hier, c'est celle-là. Si les FDLR sont ici, et que la République démocratique du Congo travaille avec les FDLR, et que le Rwanda dénonce depuis toujours que sa sécurité est menacée parce qu'il y a présence des FDLR ici. Alors nous allons nous poser la question, pour quelle plus-value
quel intérêt nous avons à pouvoir en tout cas collaborer avec les FDLR? J'ai bien voulu m'interroger parce que là, je ne comprends rien. La ministre des Affaires étrangères n'a fait même pas allusion à toutes ces accusations portées contre la République démocratique du Congo sur la fameuse présence des FDLR sur le sol congolais. Et c'est inquiétant. Et ce n'est pas une bonne image. Et si nous avons des FDLR ici, et que le gouvernement travaillerait avec ces FDLR, moi, Pascal, je ne serai jamais d'accord, je ne peux pas cautionner cela. Parce que cette raison avancée par le Rwanda, c'est depuis longtemps. Et si à travers notre attitude, nous commençons à donner l'impression comme s'il y a les FDLR ici, et si en réalité on collabore avec les FDLR, moi je dénonce. Je ne peux pas accepter. Et donc, on n'a pas condamné clairement le Rwanda. On n'a pas demandé clairement la fin des hostilités. On a suggéré juste le cessez-le-feu. Mais ce n'est pas ce que les Congolais demandent. On n'a même pas fait allusion à la question des différents Congolais qui sont fauchés dans ces affrontements à Goma. Beaucoup de Congolais sont morts et nous-mêmes, nous avons suivi ce que Christian Lusakwe nous a dit. Il a parlé des carnages. Et au Conseil de sécurité, on n'en parle même pas. La priorité, c'est leurs ambassades, le matériel de leurs ambassades. Non, c'est déplorable. Et donc, nous allons continuer à nous interroger sur pourquoi à chaque fois nous devons avoir un comportement des petits-enfants vers ces pays et visiblement nous voyons qu'ils n'apportent rien pour nous. L'ONU, par exemple. Tous nous savons qu'on a créé l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale avec objectif d'éviter de telles guerres. Ça veut dire qu'il faut protéger les intangibilités des pays. Les souverainetés des pays. En cas de problème, l'ONU sera là pour réguler les différents conflits. Mais à partir du moment où aujourd'hui nous nous rendons compte que l'ONU devient incapable, bien qu'elle ait envoyé, même ses militaires sont ici à travers la MONUSCO. Est-ce que nous devons encore faire confiance à cette ONU? Le Conseil de sécurité, difficile en tout cas de prendre facilement des résolutions contraignantes. Devons-nous toujours continuer à faire confiance à ces organisations ou c'est à nous-mêmes à ce jour de pouvoir nous assumer comme tels? C'est un choix à faire. Mais je crois que s'assumer c'est mieux. Le Rwanda a toujours défié ces organisations. Mais ils sont toujours derrière le Rwanda. Beaucoup de pays à travers le monde aujourd'hui, c'est pratiquement devenu un autre mode. Mais défient toujours l'ONU et ses organisations. Mais ça ne pose pas problème. Pourquoi nous croyons que ça va poser problème pour nous? Non, en tout cas. Nous devons savoir, nous devons nous assumer normalement. Et donc, je ne crois pas trop qu'une solution proviendra de cette ONU pour sauver ce que nous avons comme problème. Peut-être échanger particulièrement avec certains États. Les États-Unis, par exemple. En particulier entre États et États. L'Europe, je ne crois pas parce que, regardez même la position du ministre des Affaires étrangères, le français. Quand il est intervenu, il parle plus du matériel de l'ambassade de la France ici en RDC. Mais il ne parle pas des morts des Congolais enregistrés à l'occasion de l'attaque de Goma. La Belgique, qui nous a colonisés. Pourquoi souvent nous nous inclinons face à la Belgique? Sa puissance à quel niveau? Son apport à quel niveau? À chaque fois, nous nous portons comme des petits-enfants face aux Belges. En vertu de quoi? Aujourd'hui, ça ne peut pas nous interpeller, nous ne pouvons pas comprendre quelque chose. La Belgique et sa force et son influence à quel niveau?
Le monde a évolué, le monde a changé. Il est vrai, nous devons reconnaître plutôt la Belgique nous a colonisés. Mais aujourd'hui, la Belgique, c'est quoi encore? Et nous sommes dans cet état aujourd'hui. La Grande-Bretagne, n'en parlons pas parce que c'est le parrain direct du Rwanda. Même si nous avions suivi, l'Allemagne dit suspendre son apport financier. Tout ça. Et pour combien de temps? Ça, ce n'est pas une condamnation. En tout cas, c'est déplorable. En tout cas, merci. Nous voulons vous informer en même temps que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, ne va pas répondre à l'appel du président kenyan, William Ruto, qui a bien voulu qu'ils échangent dans le cadre des pays de l'Afrique de l'Est, où nous faisons partie. Et le président de la République a décliné l'invitation. Mais Pascal, je dis non, il ne fallait pas, de mon point de vue, décliner l'invitation. Il fallait aller. À défaut d'aller, on peut envoyer même la première ministre. Elle peut représenter le président de la République. Sinon notre ministre des Affaires étrangères. Parce qu'elle ne peut pas être là, c'est pas aussi bon. Échanger parce que jusqu'à la preuve du contraire, nous ne sommes pas sortis de ce regroupement. Sauf si nous déclarons, en tout cas, qu'est-ce que je peux dire? Sinon, sauf si nous disons, nous ne faisons plus partie. Et à ce moment-là, ça deviendrait logique de ne pas partir. Mais à partir du moment où nous faisons encore partie, je crois que tout en refusant d'aller, c'est mieux d'envoyer une délégation pour représenter notre pays. J'étais en train de réfléchir en même temps. La question des échanges, et c'est notre troisième point. Tous les États du Conseil de sécurité des Nations Unies nous renvoient à la table des discussions. Et moi, je pose la question. Que faire à cet instant du temps? Est-ce qu'il faut échanger avec le M23? Est-ce qu'on doit continuer à réclamer les échanges avec le Rwanda? Est-ce qu'il faut retourner à nos discussions de Nairobi? Ou garder seulement l'option de la guerre? Je réponds les préoccupations. Le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, tous les pays nous ont renvoyés à la table des discussions. Maintenant, nous nous posons des questions. Devons-nous maintenant accepter échanger avec le M23? Parce que pour nous, nous devons plutôt échanger avec le géniteur qui est le Rwanda. Devons-nous continuer maintenant à réclamer l'échange avec le Rwanda tout en refusant d'échanger avec le M23? Allons-nous accepter, retourner aux négociations de Nairobi à partir du moment où déjà le président kenyan nous appelle dans le cadre de pays de l'Afrique de l'Est? Nous refusons déjà. Ou garder simplement l'option de la guerre telle que nous avons opté depuis quelques jours? Ces quatre questions sont très importantes à pouvoir dégager une lecture qui permettrait que nous puissions envisager une solution demain ou après-demain. De mon point de vue, après 1000 réflexions, il est vrai qu'aujourd'hui, si nous échangeons avec le M23, il aura une position un peu plus influente. Il va croire comme si c'est parce que nous nous sentons faibles et voilà pourquoi nous échangeons avec lui aujourd'hui.
Mais aussi, nous ne pouvons pas oublier que nous avons cautionné, nous avons mis le pays, nous avons mis la corde au cou du pays depuis longtemps. Et qu'il y a eu, comme je vous ai toujours parlé ici, les 3 déclarations des Nations Unies qui ont été sanctionnées par le secrétaire général des Nations Unies à son temps, Ban Ki-moon. Mais à partir du moment où ces discussions ont été sanctionnées par le secrétaire général des Nations Unies, n'y a-t-il pas moyen cette fois-là de bien réfléchir autrement et envisager autre chose? Ça poserait quel problème à quel niveau? Ça, c'est la première réflexion. Après échanger avec le M23, on peut ou n'est pas obtempérer ce qu'il aura voulu. Et par la suite, échanger avec le Rwanda, qui conditionne avant, il faudrait que nous puissions échanger avec le M23. Avec possibilité de garder le même cap. Ça changerait quoi? Dans la vie, tout bouge, tout change avec le temps. On peut apprécier certaines questions selon qu'il est 10 heures, d'autres questions selon qu'il est 12 heures, d'autres selon qu'il est 18 heures, et d'autres aussi selon qu'il est 23h00. Je pense, de mon point de vue, ça c'est un point de vue personnel, qu'on ne perdrait rien, tout en gardant notre position, lorsque on peut envisager aussi des échanges stratégiques avec tous ces gens, afin de bien résoudre la question sur le plan de la diplomatie. Quand nous avons suivi tous ces États aussi, mais nous renvoie à la table des négociations, mais pas avec le M23, mais plutôt avec le Rwanda. Mais je dis aussi, mais pourquoi vous savez que le Rwanda refuse? Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a refusé d'échanger avec le Rwanda. La preuve, le président de la République démocratique du Congo s'est déplacé jusqu'à Luanda. Mais vous nous demandez d'échanger avec le Rwanda, et pourtant c'est le Rwanda qui refuse d'échanger avec la République démocratique du Congo. C'est là l'ambiguïté de ces États du Conseil des Nations Unies. Est-ce que vous devez faire cet appel à la République démocratique du Congo qui ne pose aucune condition lorsqu'il faut échanger avec le Rwanda, ou c'est au Rwanda que vous devriez vous adresser parce que c'est le Rwanda qui refuse d'échanger avec la République démocratique du Congo du fait simplement qu'il estime que la République démocratique devrait d'abord échanger prioritairement avec le M23. C'est là le problème. Et c'est là le manque de la clarté dans la prise des positions des différents pays composant le Conseil des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, bien entendu. Et voilà, nous terminons notre émission par une question éminemment politique de notre point de vue. Laquelle? La nécessité de changer l'équipe. Je ne veux pas dire les équipes. Pourquoi? Parce que nous considérons, à notre point de vue, que beaucoup d'acteurs sont devenus inactifs. Beaucoup semblent ne pas être encore avec Tshisekedi, c'est clair. Il y a l'inefficacité de certains acteurs à travers leurs prestations. Au regard de la situation actuelle, et nous estimons qu'il faut rapidement changer l'équipe. C'est à quel niveau? 1. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, Pascal et moi je le dis et je continuerai à le dire. Je pense qu'en temps de crise, en temps de guerre, il y a une manière de communiquer aussi. Pas longtemps, il y avait un tweet qui avait créé des confusions la fois passée, qui affirmait avant que le M23 ne soit à Goma, que le M23 est à Goma. C'était le tweet d'ailleurs de Patrick Mouyaya.
l'attitude, la façon de communiquer, la voix à accompagner à la communication. Vous devez avoir une bonne prosodie, vous devez avoir une bonne inflexion, vous devez avoir une bonne intonation pour que les gens, le monde entier comprennent la gravité de la question. On ne peut pas continuer à communiquer comme si on présentait un journal télévisé. Il s'agit de la communication de crise, la communication de guerre. Chers membres de la communauté, est-ce que vous sentez notre ministre de la Communication aggraver la situation à travers sa communication? Je continuerai à le dire. Tant que le chef de l'État le gardera là, beaucoup de choses évolueront négativement contre nous. Parce qu'il faut savoir dénoncer clairement, avec beaucoup d'énergie aussi, lorsqu'on communique en temps de crise, en temps de guerre. On ne présente pas un journal. On ne sait pas que présenter les faits, non. À travers votre background, vous pouvez communiquer de manière à... Je ne sais pas. Cela pour le compte du pays, s'il vous plaît. Je constate que cela n'est pas fait. À chacun de nous de pouvoir apprécier. Voilà pourquoi nous nous proposons rapidement qu'il soit remplacé par un autre citoyen congolais. Nous en avons beaucoup de gens. La deuxième équipe, c'est la cellule de la communication du chef de l'État. Nous estimons que la cellule de communication du chef de l'État ne l'aide pas. Nous avions vu à son temps, avec Joseph Kabila, lorsque le dossier Kayemba est mis sur tapis, M. Kudura Kasongo, en son temps porte-parole du président de la République, c'est lui qui sortait, surtout sur la RTNC, avec des tableaux pour expliquer le placement des bornes. À chaque nécessité, il prenait parole, il savait défendre le pays très valablement. Mais quand vous prenez notre équipe l'équipe de la communication, le chef de l'État aujourd'hui, sa cellule, qui communique, personne pratiquement. De cette manière, je ne pense pas. Bon nombre de choses peuvent changer. Mais ils ne savent même pas constituer des équipes pour qu'ils soient pratiquement sur tous les plateaux de télévision défendre maintenant la cause. Nous autres qui parlons là, les gens vont croire que parfois on se rencontre avec Tshisekedi, on se voit. Non! Même pas un appel, on ne nous a jamais intéressés, nous devons savoir le dire. Ils ne nous ont jamais intéressés. Depuis aujourd'hui, pratiquement 6 ans, nous faisons le même travail. C'est par conviction. Nous faisons le travail par conviction. Nous défendons les œuvres du chef de l'État par conviction. On n'a jamais été intéressé. On n'a jamais été contacté. On ne nous a jamais cherché. La raison, c'est laquelle on n'a jamais compris. Mais vous allez voir, des gens qui ne font rien pour sa cause, sont ces gens-là qui sont reçus très facilement. Mais nous autres, c'est difficile d'être reçus. Et nous observons, nous continuons à observer. La cellule de la communication du chef de l'État, cotation 0. Cotation 0. Ministre de la Défense, le vice-premier ministre et ministre de la Défense. Nous sommes en état de guerre. Le ministre doit avoir des tacts et tactiques. Doit avoir des connaissances sur le plan de guerre. Et cela lui permettrait maintenant de faire des propositions aux généraux. Lorsqu'il y a conseil, mais il peut donner les orientations, sinon certaines stratégies. Mais en temps de guerre, je pense de mon point de vue, je vous avais dit la fois passée, je pense que ce n'est pas, en tout cas sage, d'avoir comme ministre à la Défense Pascal Ouondje, un civil que je suis. On doit réfléchir. Donc nous pensons
que ce poste à ce stade mérite être confié à un averti sur le plan de la sécurité. Nous souhaitons la nouvelle mise en place dans le commandement militaire. Pourquoi? Parce que la dernière mise en place, visiblement, nous avons l'impression que ça n'a rien apporté. On ne perdrait pas Goma, de mon point de vue. La dernière déclaration du vice-gouverneur, le policier, j'oublie son nom, à Goma, il nous a promis des choses, il nous a menti et il a été le premier à pouvoir fuir. Non, on ne partira pas d'ici. S'ils pensent qu'ils croient qu'ils vont prendre Goma facilement, non. Ce sera sans cimetière. Et le jour suivant, c'est lui qui se retrouve à Bukavu et il laisse les militaires défendre la patrie seuls à Goma. On n'a pas besoin de tels gens. Et d'ailleurs, ils méritent une condamnation. Ils méritent une arrestation. Ça, c'est fuir devant l'ennemi. En tout cas, merci. Mais posons-nous la question en même temps. Parce que j'ai parlé de fuir. Ceux qui ont fui Goma. Pourquoi la MONUSCO, avec d'autres pays étrangers, ont pu convaincre nos autorités à Goma, autorités de sécurité alors, de pouvoir quitter Goma, laisser le M23 entrer librement et facilement. Et on s'est rendu compte, après que ces autorités fuient Goma, ceux qui sont restés ont défendu valablement. Ce qui a manqué, c'est le renforcement. En d'autres termes, si tout le monde était resté à Goma, j'ai l'impression que le M23 n'aurait pas pris Goma facilement aussi. Est-ce que ça ne peut pas nous dire quelque chose en même temps aussi? Nous ne pouvons pas réfléchir là aussi. Pourquoi de telles négociations? Je refuse de mon point de vue. J'aimerais que nous puissions analyser avec vous aussi, chers membres de la communauté, l'argument qui consiste souvent pour nos FARDC. Non, nous nous retirons des centres, c'est pour protéger la population. Est-ce que cet argument passe en toute réalité? Mais on parle à Goma du carnage. Pourquoi? Parce que vous avez laissé les gens. Moi, je pense que c'est à défendre. C'est au pied du sang que nous saurons, en tout cas, libérer ce pays. Ne croyez pas que... Mais à quel moment vous allez alors les attaquer? Parce qu'ils sont souvent dans des villes, dans des centres, là où il y a la population. Attention avec cette prise de position souvent. Je ne suis pas un militaire, mais je préfère m'arrêter là. En tout cas, merci. Au revoir. À la prochaine.